Bonjour, bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est Le Monde en 7, cette émission qui revient sur les principaux sujets qui ont fait l'actualité dans la semaine. Nous allons parler dans ce numéro de ce 25 février de la Russie et de l'Ukraine, ces deux pays qui sont en guerre. Cela fait un an. Hier, 24 février, jour pour jour, que la Russie a lancé donc cette offensive contre l'Ukraine. On parlera ensuite du Burkina Faso. Sabre quitte le pays et les terroristes sèment la terreur. Et puis nous parlerons en seconde partie du bilan des accidents de la route au Togo. L'année 2022 a été encore véritablement meurtrière. 683 morts. Bilan présenté par le ministère de la Sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la situation? Toutes ces questions, je les poserai ce samedi à mes deux invités. Horus Donkovi, activiste panafricain, grand habitué de cette émission. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Voilà. Merci d'être avec nous. Face à vous, Samir Ourosama, juriste et défenseur des droits de l'homme. Bonsoir Samir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, grâce à Niwa TV, et notamment à nos concitoyens qui nous suivent depuis Sokodé, c'est à près de 357 km de Lomé, la capitale, où le chef de l'État va présider la cérémonie de clôture du Forum des producteurs agricoles du Togo. Bien évidemment, merci beaucoup. Je voyais déjà les images sur les réseaux sociaux avant d'entrer en studio pour cette émission. On va commencer donc, comme je le disais, avec ce conflit russo-ukrainien. Ça fait un an, jour pour jour, le 24 février 2022, l'Ukraine lançait une offensive, la Russie, lançait une offensive militaire contre l'Ukraine. Ce conflit a des ramifications qu'il serait difficile de tous citer dans une seule émission. Mais on va voir un an après quel est le bilan, quelle est la situation, quels sont les espoirs de paix possibles. Horus Donkovi, cette guerre, il faut le dire, parce qu'on est en pleine guerre en Europe, ça révèle quand même quelque chose, c'est que on a pensé que le vieux continent, le continent européen, était à l'abri de pareilles choses. Mais que nenni. Alors on l'a pensé, mais je pense que, mettons que de la part des Européens, il y a, je pense, une forme de déni dans le sens où de façon séculaire, ce problème a toujours existé. Le problème des minorités européennes, de leur situation, de leur expression, de leur localisation a toujours existé. Donc, d'une certaine manière, je pense que peut-être dans la gestion de ce conflit, on a peut-être manqué de sagesse parce que je pense qu'il y a des signaux historiques qui laissaient présager de quelque chose comme cela. On a eu la guerre en Yougoslavie. Oui. Avant la guerre ça fait très longtemps. Voilà, ça c'était les années 90. On a eu la guerre en Yougoslavie. C'était des guerres de minorités. La Yougoslavie elle-même est un État qui a été créé justement pour fédérer un certain nombre de minorités. On a eu, alors si vous voulez, la résolution de la Deuxième Guerre mondiale qui a fortement avantagé le sionisme, oui. Où c'était encore une question de minorité. Et là, on est dans une guerre russo-ukrainienne où il est encore question de minorité. Chaque clan voulant, disons, présumant de la sécurité de certaines entités existant sur leur territoire. Donc, je pense qu'il y a eu une forme de déni, et puis après, je pense qu'il y a eu une forme d'instrumentalisation, dans le sens où on a beaucoup parlé de l'OTAN, on a beaucoup parlé des projections russes, mais derrière cela existent aussi les projections chinoises, et on a quand même l'impression que quand on prend les grands ensembles géostratégiques qui existent sur la planète, qu'il y a quand même la volonté de saper une certaine hégémonie européenne, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire les Américains, d'une certaine manière, sapent un peu les présomptions européennes. Les Russes sont, comment dirais-je,
en conflit avec les Américains, disons, dans une forme de concurrence avec les Américains, les Chinois aussi. Les Chinois instrumentalisent certains pays européens, et ainsi de suite. Et on est dans un genre de bouillon qui fait des victimes. Et malheureusement pour eux, les victimes actuelles, ce sont les Ukrainiens. Ce sont les Ukrainiens. Samir Ourosama, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, ça fait quand même 1 an que ça dure. C'est vrai que ça ne fait pas partie des plus longues guerres que l'humanité a connues. On a eu ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale, 4 ans, 14-18. On a eu la Seconde Guerre dite mondiale, 6 ans, 39-45. On n'est qu'à 1 an. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça s'enlise? La première observation qu'on peut faire quand vous regardez de si près, vous vous rendez compte que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est pratiquement la plus grande invasion militaire en Europe. Donc ça fait réfléchir véritablement. Mais est-ce que la Russie même s'attendait à ce que ce conflit s'enlise véritablement? Je ne pense pas que ça faisait partie de la vision du président Poutine. Pour lui, c'était d'envahir Kiev en quelques jours, renverser le gouvernement en place et puis changer à la tête de ce pays par des personnes qui sont plus proches de l'idéologie de la République de Russie. Mais on s'est rendu compte qu'on a après, c'est pratiquement 13 millions de déplacés à l'étranger, même à l'intérieur du pays. C'est beaucoup de violations des droits de l'homme. Vous avez des gens qui ont été tués de façon sauvage, des gens qui n'ont plus accès à des services sociaux de base, notamment accès à l'eau potable, accès à la santé. Au-delà de ça, c'est une confrontation entre l'Occident qui est conduite par les autres pays européens, parce qu'on a comme l'impression, quand on regarde de si près, que la Russie ne fait pas partie de l'Europe. Donc les Occidentaux sont prêts à gagner cette guerre-là. Donc quelque chose qui était parti en utilisant l'expression de Poutine comme une opération militaire spéciale s'est transformé en une guerre entre l'Occident et la Russie. Donc c'est deux idéologies qui s'opposent, et la Russie a connu, disons, beaucoup plus de fragilité. Quand vous regardez de si près, c'est vrai qu'on nous fait croire que l'économie russe se porte bien, on nous fait croire que militairement la Russie est au point, mais quand vous regardez de si près véritablement, vous allez vous rendre compte que militairement la Russie a des difficultés, notamment à enchaîner des victoires sur le terrain, parce que quand vous regardez même les 5 provinces qui ont été entre guillemets annexées par la Russie, ils n'ont pas un contrôle total sur ces territoires-là. Donc, M. Poutine s'est véritablement trompé. Il s'est dit que, bon, comme il a fait en 2014 en annexant la Crimée, ça allait être quelque chose de facile. On se retrouve 1 an après dans une véritable guerre, non pas qui oppose l'Ukraine à la Russie, mais beaucoup plus la Russie face aux Occidentaux, conduite par les grandes puissances européennes et les États-Unis d'Amérique. On va revenir tout à l'heure sur cet aspect, mais je voudrais qu'on écoute tout de suite Vladimir Poutine, le président russe, qui a donné une conférence gigantesque dans un stade. On a l'impression plutôt d'avoir un président qui est très sûr de lui-même. Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, вот сейчас только слушал. Nous nous sommes assemblés ici aujourd'hui pour une célébration festive, je le sais. Mais je viens d'apprendre des hauts dirigeants militaires du pays qu'une bataille est en cours en ce moment pour nos terres historiques, pour notre peuple. Elle est dirigée par les mêmes combattants courageux qui se tiennent maintenant à côté de nous ici. Ils se battent héroïquement, courageusement, bravement. Nous sommes fiers d'eux. Nous sommes fiers et en leur honneur, ils devraient entendre notre salut. И в их честь трижды ура! 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 Voilà, Horus, donc on écoute le président un peu triomphaliste qui félicite le travail de son armée sur le terrain, mais je pense que Ouro Samir le disait tout à l'heure, est-ce que Poutine au départ n'allait pas sur ce qu'on appelle une blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre éclair, qui finalement est dans la durée? Alors, si je me souviens bien, quand il y a eu la guerre éclair, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre éclair consistait bien sûr à briser l'État français, mais ne consistait pas à envahir toute la France. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien eu une blitzkrieg, par exemple, du côté de la France, mais après on a eu un État français divisé en deux.
On a eu le gouvernement de Vichy, et puis on a eu une partie de la France qui a été annexée par les Allemands. Et donc, il n'y a pas de logique à ce que la Russie fasse une guerre éclair, à mon sens, au niveau de l'Ukraine, et présume de vouloir annexer tout le territoire. Ça n'a pas de sens. Par contre, faire une guerre éclair qui va briser les fondamentaux ukrainiens et qui va permettre l'annexion d'une portion de territoire, notamment les régions où il y a des populations russophones, oui, cela se tient. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, le problème à mon sens, qui est advenu, c'est que on a eu un président Zelensky qui, après, a commencé à taper sur les Occidentaux. Donnez-moi des armes, donnez-nous des hommes, donnez-nous des experts, donnez-nous des bombes. Et ce qu'on a observé, c'est que les mêmes Occidentaux qui disaient on est derrière vous, mais ne sont pas derrière lui. On a vu toutes les discussions qu'il faut pour donner ne serait-ce que des chars, ne serait-ce que des hélicoptères. Et au final, ce que les Européens disent, ils disent nous voulons tout juste donner. Alors nous faisons un genre d'évaluation quantitative des armes que nous livrons, de façon à ce que l'Ukraine puisse se défendre, mais ne puisse pas conquérir des territoires russes, ne puisse pas porter la guerre sur le territoire russe. Donc du coup, depuis cette guerre de 1 an, mais le conflit n'est pas porté sur le territoire russe. Oui. À aucun moment on a pénétré ce territoire russe. On nous avait, dès le début du conflit, fait une grosse communication portant sur l'économie russe qui allait s'écrouler à cause des embargos et ainsi de suite. Jamais cet embargo n'a fonctionné. Mieux, il y a un axe Chine-Russie qui s'est renforcé. Oui. Et en plus de cela, comment dirais-je, au final, on a eu à l'ONU toute une portion de la planète qui n'a pas suivi le créneau occidental. Donc, au final, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui a l'air de s'inquiéter? On est au 10e pack de sanctions. Ouais. On est au 10e pack de sanctions. Ça veut dire que les 9 n'ont pas fonctionné. Et moi, je trouve que pour les États africains, c'est très intéressant d'observer ce qui se passe en Ukraine parce que, au final, on a vu des gens fédérés en termes de communication derrière les Ukrainiens en disant nous sommes derrière vous, nous allons vous accueillir, nous allons vous aider et ainsi de suite. Mais à aucun moment ces gens n'ont été frontalement contre la Russie. Sinon il n'y aurait pas eu des packs de sanctions. On aurait sanctionné directement. Alors j'entends effectivement toute la communication qui est faite, oui, la Russie va tomber, Poutine a fait ceci, des gens fuient la Russie, ainsi de suite, tout ça. La Russie, c'est quand même, alors si ce n'est pas la première, ça doit être la 2e puissance nucléaire. Et on s'est aperçu que même les Occidentaux n'ont pas les moyens de leur propre défense. Il faut qu'ils sous-traitent leur défense avec les États-Unis, qui, eux, ne sont pas prêts à s'investir de façon pratique dans une guerre contre la Russie. Donc, effectivement, quand on observe les faits, au-delà de tout ce qui est communication, jeu un peu vicieux et ainsi de suite, mais effectivement, Poutine fait sa vie tranquillement. Les Russes vont à l'école, ils vont faire des achats, le Russe se lève le matin. Alors, dernièrement, ça c'est anecdotique, mais dernièrement, je connais par exemple des Togolais qui sont revenus de vacances de Russie, et ils ont fini, ils sont repartis. La vie continue. La vie continue. Les Ukrainiens, eux, sont en exil. Urosama, alors 1 an, il faut le dire, on parlait de ce qu'on avait dit au début, cette communication, la Russie y allait pour conquérir et tout. Est-ce que vous parlerez aujourd'hui d'une capacité de résistance ukrainienne? Bien évidemment, vous savez, l'Ukraine n'est pas seule dans ce combat contre la Russie. L'Ukraine n'est pas seule. Vous avez vu tout ce balai diplomatique qui a été mobilisé au plan international. Vous avez vu les conférences. La dernière fois, il y a eu la conférence de Munich, je pense. Il y a eu des Occidentaux qui se sont réunis pour réfléchir quels sont les différents moyens qu'ils doivent mettre à la disposition de l'Ukraine pour résister. Par rapport à ce que Russes disaient, mais les hommes d'affaires russes ont des difficultés aujourd'hui. Vous savez, les hommes d'affaires russes ne font pas des affaires qu'en Russie. Ils font des affaires en Europe. Oui. Ils sont un peu partout. Donc aujourd'hui, les sanctions qui sont
infligées par la communauté internationale, notamment par les États comme les États-Unis, touchent véritablement ces hommes d'affaires, mais pas la Russie en tant qu'entité. Parce qu'au plan international, la Russie est une puissance. La Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, il y a certaines limites que les Occidentaux ne vont pas franchir. Donc, la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, c'est une guerre qui oppose les Occidentaux à la Russie et pas l'Ukraine. Les puissances occidentales ne vont pas prendre le risque d'aller attaquer la Russie sur son territoire. Ce qu'ils veulent, c'est que la Russie accepte l'intégrité du territoire ukrainien, de telle sorte que, comme si vous revenez un peu en arrière, quand la Russie avait envahi le 24 février 2022 l'Ukraine avec 200 000 soldats. Donc l'idée c'était clair, comme lui-même il a dit, une opération militaire spéciale qui ne va pas durer dans le temps. Mais après nous avons vu les difficultés qu'ils ont commencé par rencontrer sur le terrain. Et après il a fallu faire recours à 300 000 réservistes. Donc une puissance militaire qui ne rencontre pas des difficultés ne fait pas recours à des réservistes. C'est parce qu'à un moment donné, militairement, sur le champ de bataille, la Russie a commencé par connaître des difficultés, notamment en allant d'échec en échec. Contrairement à ce que les gens pensent, la Russie a des difficultés aujourd'hui. Par rapport à l'anecdote dont il faisait allusion, où les Togolais vont en Russie, vous voyez, quand vous avez des ambitions, quand vous avez d'autres projets, vous n'allez pas vous permettre de soutenir publiquement la Russie parce que vous fermez la porte. Vous fermez la porte des autres pays occidentaux comme les États-Unis qui aujourd'hui est un poids lourd, comme la Chine également, comme d'autres pays européens, l'Allemagne et autres. Donc pour moi, ce n'est pas de savoir qui a raison et qui a tort dans ce conflit. Ce qui est réel, qu'on peut voir véritablement, c'est que les populations ukrainiennes ont des difficultés aujourd'hui. Il y a beaucoup de déplacés, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont détruites. Donc c'est un pays qui agresse un autre. Nous sommes dans un ordre mondial où il y a des textes qui régissent nos relations, nos interactions, où lorsque vous voulez voir de si près, quand vous analysez tous ces textes-là, vous vous rendez compte que la seule puissance ou la seule partie qui est en fautif dans ce conflit, c'est la Russie, parce que c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Sous prétexte qu'ils vont démilitariser, dénazifier le pays, mais dans les faits, Monsieur Poutine n'a pas été capable de donner les faits réels comme quoi l'Ukraine constitue un danger pour la Russie. Donc il est en train dans son projet de reconstituer l'ancienne URSS. Donc les autres pays sont vraiment en difficulté aujourd'hui. Alors, mettons que après c'est très courant, c'est que on a tendance à vicier comment on découpe les pans de l'histoire. La guerre en Russie, aujourd'hui, on fête les 1 an, mais en réalité, ça vient depuis. Ça vient des accords de Minsk, ça vient de 2014, ça vient de, comment dirais-je, de la révolution ukrainienne. Lorsque l'on renvoie, on renverse un président démocratiquement élu, et après que les populations pro-russes se sentent menacées. Ça vient tout par de là. Après, on se retrouve avec Mix 1, Mix 2 et ainsi de suite. Maintenant, concernant l'histoire de des hommes d'affaires, du milieu des affaires. Encore une fois, je dis il faut faire attention parce que je pense qu'on a des médias de propagande occidentaux et il faut faire attention. Sur la question des médias, je vais revenir là-dessus un peu plus loin par rapport au traitement même de l'information. Alors, moi, je donne un exemple. Je vais donner un exemple. On a eu par exemple un pays qui est très important dans tout ce qui se passe actuellement, c'est Israël. Sauf que Israël, le sionisme israélien, il est porté en partie par les Ashkénazes. Et les Ashkénazes, il y a une bonne partie qui sont russes. Et ce sont la plupart du temps des hommes d'affaires, des gens qui sont puissants. Rothschild est un juif ashkénaze. On ne prétendra pas bloquer les affaires de Rothschild. La famille Rothschild reste une famille puissante. Je n'ai pas entendu parler d'embargo financier, par exemple, sur les avoirs de Rothschild. Donc, c'est pour ça, au début, quand on commençait l'histoire, je parlais de la question des minorités. Parce que, au-delà de la question russe-Ukraine,
en réalité, c'est un perpétuel recommencement. On a eu ce problème-là. Alors, vous avez eu l'Angleterre qui a le même problème avec les gens de l'IRA et les Irlandais. Vous avez les Espagnols qui ont le même problème avec les Basques. Vous avez les Français qui ont le problème avec les Corses et les Basques. Vous avez toute la partie slave, toute l'Europe de l'Est qui nous ont donné les problèmes entre les Croates, les Bosniaques, le Kosovo qui n'est toujours pas réglé et ainsi de suite. Donc c'est un problème récurrent. Et je dirais même que, en poussant plus loin, généralement, lorsqu'on a vu des Européens fédérés, c'était lorsqu'il s'agissait de faire une expansion en dehors de leur territoire. Mais une fois que le souci se présentait sur le théâtre, les théâtres européens, on rentrait dans des conflits terribles. Quand vous voyez la duplicité d'une certaine manière européenne, où on va soutenir l'Ukraine, mais on va maintenir les relations commerciales, les échanges miniers, et ainsi de suite avec la Russie, mais cela dit tout. Parce que quand vous maintenez les échanges commerciaux et qu'on appelle le rapport aux mines et ainsi de suite avec la Russie, ça veut dire que vous continuez à envoyer des devises au niveau de la Russie. En quoi peut-elle être ébranlée? Quand, par exemple, on prend par exemple la Russie, on prend la Chine, mais la plus grande des frontières russes, c'est avec la Chine, c'est pas avec l'Europe. On ne pourra jamais empêcher Pékin de faire des affaires avec Moscou. Oui. Donc on parle d'un an de ce conflit. On a beaucoup parlé du rôle de la Russie. On a l'Ukraine de l'autre côté avec son président Zelensky qui a le soutien de l'Europe. On va écouter Volodymyr Zelensky et puis on revient pour les discussions. Une année d'unité, une année furieuse d'invincibilité. Son principal résultat est que nous avons supporté. Nous n'avons pas été vaincus et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année. Nous ferons tout pour remporter la victoire cette année. Urosama, est-ce que, on parlait tout à l'heure de capacité de résistance de l'Ukraine, est-ce qu'il y a une véritable capacité de résistance sans soutien occidental? Est-ce que l'Ukraine d'elle-même est capable de mener une guerre contre ce mastodonte? Je ne pense pas. Sur l'échiquier international, on sait quel est le poids de l'Ukraine et quel est le poids de la Russie. Si l'Ukraine continue pas à résister, c'est parce qu'à un moment donné, ce pays-là a bénéficié d'un soutien important, notamment des pays occidentaux. De façon globale, moi, je voudrais dire une chose. Quand vous l'écoutez, le président ukrainien, un de ses proches a dit que au début du conflit, M. Poutine a essayé, ou les forces militaires russes ont essayé de prendre d'assaut la présidence ukrainienne. Donc, ils ont voulu le chasser, le remplacer par une autre personne. Donc, il a dit clairement que dans ce conflit, c'est lui qui est premièrement visé, en second lieu, sa famille. Nous avons vu en Afrique où même les régimes démocratiquement élus ont été renversés, ont été salués. Parce qu'à un moment donné, les populations ne se retrouvaient pas dans la vision même du régime en place. Donc, ce qui s'est passé en Ukraine, et on a vu que le président actuel est venu au pouvoir, non pas parce que les Occidentaux lui ont mis là-bas, mais parce qu'il y a eu des élections qui ont été organisées et auxquelles il y a d'autres candidats qui ont participé, le peuple ukrainien qui est mature, parce que nous sommes à l'ère des États modernes. C'est vrai que l'histoire est importante pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, mais en Ukraine, nous avons des institutions. Nous avons la présidente de la République, nous avons le Parlement, nous avons des institutions qui fonctionnent, qui font de telle sorte que le peuple ukrainien est mature de décider qui va être à la destinée de la conduite des affaires publiques de ce pays-là. Donc pour moi, l'Ukraine est aujourd'hui soutenue de fond en comble par les pays occidentaux parce que si l'Ukraine perd cette guerre, puisque cette bataille se déroule en Europe, si l'Ukraine perd cette guerre, c'est que c'est les pays occidentaux qui ont failli, ils ont perdu, et ça donnera encore plus de force à M. Poutine dans ses projets de pouvoir conquérir d'autres pays. On parle beaucoup plus des pays qui sont proches de l'Ukraine, la Pologne, la Finlande et tous ces pays-là. Donc c'est quelqu'un qui est dans un projet bien ficelé et tout. Il pensait que ça allait être très facile parce que l'Ukraine sur l'échiquier international, notamment sur le plan militaire, ne pèse pas face à la Russie. Si aujourd'hui, au-delà de l'engagement des habitants
ou des populations de l'Ukraine, il y a également cet accompagnement occidental. C'est ce qui fait que, bon, l'Ukraine continue pas à résister. Et je suis convaincu que la Russie ne pourra pas remporter cette guerre-là, du moins si les Occidentaux sont d'accord que cela se fasse. Sinon, c'est une guerre véritablement qui est engagée entre les pays occidentaux, conduite par les États-Unis, entre les pays, la partie occidentale, conduite par les États-Unis, les puissances européennes, et puis contre la Russie qui n'est pas n'importe quel pays au plan mondial. Pour d'autres personnes russes d'Ankovic, ce conflit, cette guerre est une guerre de civilisation. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, une guerre de civilisation. Je sais pas si le terme est approprié, mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un modèle occidental qui agace. Et qui n'agace. Alors, l'exercice je vais donner une anecdote. C'est comme par exemple on prend l'histoire du monde, vous prenez une période, prenez la période médiévale, même l'Antiquité, et on vous dit, bon, je dirais l'Antiquité, on dit oui, l'empire le plus puissant c'était l'empire romain. Sauf que l'empire romain c'est la Méditerranée, c'est pas toute la planète. Et l'impression c'est ça, c'est-à-dire c'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, et après il y a le reste de la planète qui a subi très souvent sur des siècles entiers. Vous allez en Chine, les guerres de l'opium, c'est les Européens. Vous allez au Japon, qu'on appelle la répression du shogunan, c'est à cause des Occidentaux. Vous allez en Amérique latine, le massacre des Aztèques, des Mayas, c'est les Occidentaux. Bon, alors à un moment, les gens ils ont observé, ils ont subi, ils ont vu les deux conflits, on a eu la guerre froide et ainsi de suite et tout ça, et petit à petit les langues se délient et se mettent à dire nous ne sommes pas forcés d'épouser vos paradigmes, nous ne sommes pas forcés d'épouser votre modèle de pensée. Donc, si c'est cela appelé une révolution civilisationnelle, d'accord. Mais je pense que résolument, au niveau de la planète, il y a vraiment une espèce de ras-le-bol où tout le monde dit, mais nous ne sommes pas obligés d'être comme vous, voilà. Finalement. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'au-delà maintenant de la question très géostratégique, très politique et ainsi de suite, c'est vrai que l'Occident a versé dans un certain nombre de choses qui sont très sociétales, et sur lesquels effectivement des pays comme la Russie vont s'appuyer, comme les mouvements LGBTQ+, le wokisme et ainsi de suite, et tout le monde est un peu sur lui-même, parce que il s'agit de questions importantes qui sont celles de la reproduction, celles de la place de la famille dans un État, celles du rapport de l'homme à la femme, celles du genre, celles comment on appelle de la place de l'enfant, ainsi de suite, de l'éducation, de la transmission, de l'histoire, et ainsi de suite. Et donc, avoir fait ce mélange des genres a fait que effectivement une partie de la population mondiale à un moment penche pour un côté ou pour l'autre. Il va de soi que si par exemple vous avez pendant plusieurs dizaines d'années fait pression sur des États en disant oui d'accord mais pour avoir tel financement, pour avoir bénéficié de telle aide, il faut que vous reconnaissiez peut-être le mouvement LGBTQ+, il va de soi que les autres disent mais on va pencher de l'autre côté, surtout que lorsque vous prenez même ne serait-ce que l'Amérique comment ça s'appelle, l'Amérique latine, vous avez les mouvements évangélistes qui petit à petit prennent du poids. Après je pense que il y a aussi la question de l'Europe face à elle-même, parce que je pense que le conflit en lui-même il commence en réalité un peu en Europe aussi. C'est en Europe qu'on a vu les premiers mouvements populaires. C'est en Europe qu'on assiste à la scission des partis politiques, à leur remise en question. Personne n'aurait imaginé avant qu'aux États-Unis, on puisse attaquer le Capitole. Personne n'aurait pu imaginer. On a eu 2 élections aux États-Unis où on a osé parler de fraude à partir je pense, de Al Gore et ainsi de suite. Vous prenez la France, mais en 2 mandatures, le paysage politique est dévasté. Il n'y a plus ni gauche ni droite, et on n'ose même plus donner de nom de parti. Avant on disait parti démocratique, parti radical. Maintenant on n'en dit plus, on dit En Marche.
C'est-à-dire on fait un mot fourre-tout où tout le monde est plus ou moins centriste de gauche, centriste de droite, on grappille un peu partout, ainsi de suite. Et donc je pense que... Donc il y a une perte identitaire. Il y a une perte identitaire et je pense qu'au niveau de l'Europe, du monde occidental, on est à un Rubicon. Où on est à des questionnements profonds sur la gestion de l'État, sur la gestion des sociétés, sur la gestion même des plus petites entités que sont les familles. Et en fait, ça fait tache d'huile parce que ce questionnement-là, comme vous êtes porté comme leader un genre de leader planétaire au niveau de l'idéologie, mais toute la planète vous observe. De Thaïlande en Afrique, d'Afrique du Sud, je sais pas moi, au Pérou, tout le monde vous observe. Ils essayent de voir mais comment vous gérez le climat, comment vous gérez l'écologie, comment vous gérez l'industrie, comment vous gérez l'économie. Et après, mais ils voient les répercussions des prises de décision que vous avez faites sur leur propre vie. D'accord. Alors, je disais que c'est une question sur laquelle on va revenir, Ouro-sama, le traitement de l'information liée à cette guerre. On a vu tout de suite, dès que la Russie a lancé son offensive, il y a eu un blackout total sur tous les médias pro-russes. On n'avait droit qu'à la parole des médias pro-occidentaux. Est-ce que cela n'a pas aussi contribué à créer un peu dans l'esprit des gens ce sentiment d'une Russie agressive? Finalement, on n'a pas eu le son de cloche de la Russie. Mais quand vous regardez de si près, vous vous rendez véritablement compte que le pays qui agresse l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une diversité d'informations pour se rendre compte que le pays qui agresse l'autre, c'est bien la Russie. C'est bien la Russie qui a, au soir du 24 février 2022, a engagé une opération militaire et a attaqué l'Ukraine avec 200 000 soldats. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de savoir est-ce que le traitement de l'information doit être équitable ou pas. C'est une question d'humanisme. Je ne refuse pas, mais c'est une question d'humanisme. Moi, je trouve normal que les médias occidentaux, entre guillemets, se retrouvent du côté de l'Ukraine, qui se sent être le pays le plus agressé. Mais quand vous voyez un peu aussi, allez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement que les médias. Allez sur les réseaux sociaux, voyez-vous comment est-ce que la propagande russe également est vraiment en vogue. Vous voyez que la Russie a profité pour étendre son idéologie. Vous avez vu aujourd'hui l'Afrique, la Russie un peu partout, elle est en train de vendre une autre idéologie. Donc pour moi, ce n'est pas une question de voir ce que l'idéologie occidentale, qui est de plus en plus vantée par les médias, est en déclin ou en expansion, mais c'est une question identitaire, c'est de voir chaque partie de la planète puisse se retrouver dans ce qu'il est en train de faire. Mais comme la nature a toujours horreur du vide, quand vous êtes faible, vous ne pouvez que subir. C'est-à-dire que les pays qui sont censés ou qui sont considérés comme des puissances ont toujours cet aspect d'influence sur les petites puissances, sur les petits pays comme les pays africains, où nous n'avons pas véritablement une certaine force diplomatique. Donc la Russie, le traitement qui est fait par rapport à ce conflit-là, je ne trouve pas qu'il y ait un déphasage, mais beaucoup plus c'est une question de réalisme où les gens se sont rendus compte que voilà un pays qui fonctionnait normalement, mais tout d'un coup un pays se permet d'attaquer un autre pays comme ça, sans aucune raison. Parce qu'il n'y a pas une documentation qui prouve véritablement que l'Ukraine constitue un danger. Du moins, la Russie n'a pas été attaquée. Si vous convenez avec moi, la Russie n'a pas été attaquée militairement. La Russie n'a pas été attaquée idéologiquement par l'Ukraine. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas se cacher par rapport aux différents agissements des pays occidentaux pour attaquer un pays. Mais il y a les populations russophones du côté de l'Ukraine, je pense dans les territoires de Donetsk et autres, qui subissaient j'ai envie de dire beaucoup de tort. Mais monsieur Samuel, lorsque vous prenez nos pays africains... Pas de 13 000 morts. Attendez, lorsque vous prenez nos pays africains, il y a certains peuples qui se retrouvent dans d'autres pays. Il y a d'autres Togolais qui se retrouvent au Ghana. Il y a d'autres Togolais qui se retrouvent au Bénin. Mais le Ghana est un pays indépendant. C'est-à-dire que le Ghana a un statut au plan international. Donc tous ceux qui font partie de ce territoire-là doivent obéir aux règles et aux lois qui sont adoptées dans ce pays. Donc la Russie étant un pays à part entier ne peut pas se permettre d'aller intervenir parce qu'il y a une partie
de la population russe qui est dans une autre partie d'un pays qui est reconnu comme un État au plan international. À moins que la Russie ne reconnaisse pas que l'Ukraine est un État. Si je comprendrais. Tout à l'heure, il y a quelque chose que vous avez dit qui est intéressant. Vous dites les États africains ont un certain poids diplomatique, un manque de poids diplomatique. Bien évidemment. Mais justement, ces pays-là, c'est pas la même chose. Même au niveau du passif, c'est pas la même chose. Ce qu'on reproche à la Russie, c'est ce qu'on aurait pu reprocher aux États-Unis avec les missiles de Cuba. Le Cuba est un État souverain. Pourtant, Fidel Castro et le gouvernement cubain sont à pratiquement 60 ans d'embargo pour la simple raison d'avoir accepté des porte-missiles russes sur leur territoire. Et la Russie, à ce moment-là, réagissait à une intervention. Ont attaqué ce pays-là. Mais ils ont fait pire. Ils ont bloqué le pays pour 50-60 ans. Un embargo économique. Alors, pour le faire également. Non, que de faire déplacer 13 millions de personnes, détruire les infrastructures. Ils ne peuvent pas le faire pour le cas de l'Ukraine, pour la simple raison que, en termes de proximité, Cuba est isolé dans une sphère d'influence américaine. Ce n'est pas le cas de l'Ukraine. Maintenant, pour le cas de la Russie et de l'Ukraine, moi, l'exemple souvent que je donne, je dis, mais que pensez-vous que la France ferait si demain la Chine, disons... La Chine est sur un autre continent. Non, même pas. C'est-à-dire que la Chine, disons, avait comme projet de mettre une base militaire en Algérie. Je peux vous assurer que vous verrez exactement la même chose. Parce que la France n'accepterait pas que sur un territoire qui fut à un moment un prolongement d'elle-même, fût-il indépendant, accepte d'avoir des bases militaires chinoises avec des porte-missiles chinois qui peuvent atteindre son pays. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous parlez de souveraineté, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce lorsque les Chinois se sont appropriés les ports? Mais l'Europe a fait bloc, l'Europe a pété un câble. Parce qu'ils ont estimé que non, qu'il s'agissait d'une infiltration de la Chine dans les pouvoirs de décision européenne. Qu'est-ce qui s'est-il passé dernièrement avec le Qatar qui a soudoyé des députés européens? C'est la même chose. C'est-à-dire, donc, il y a des questions que nous, effectivement, je suis tout à fait d'accord, il y a des questions que nous tolérons en tant qu'Africains parce que justement, on n'est pas au même diapason de nos frictions, des frictions diplomatiques mondiales. Mais pour les autres, c'est différent. Les autres ne tolèrent pas comment dirais-je, qu'au niveau de leurs frontières, il n'y ait pas un genre d'espace vital. C'est d'ailleurs ce qui a fait la guerre entre l'Allemagne et la France. Le fait qu'on ne puisse pas tolérer qu'il y ait à proximité un territoire hostile. Les États-Unis, ils iront même jusqu'à racheter l'Alaska. Parce qu'on ne veut pas à frontière un territoire hostile. On ne veut pas de personnes hostiles dans notre zone d'influence. Vous voyez la Chine fait exactement la même chose. Fait exactement la même chose. Il n'y a que nous qui tolérons, justement parce que nous ne sommes pas au même diapason diplomatique, que l'on puisse par exemple demain avoir un pays hostile qui va mettre par exemple des missiles ou qui va commencer. Ne serait-ce que le fait d'entendre qu'à la frontière des troupes se préparent, c'est déjà un cas de casus belli. C'est déjà un cas de casus belli. Véritablement, dans cette affaire, vous avez vu, lorsque ces choses ont commencé par se dérouler, il y a eu des chefs d'État occidentaux qui se sont déplacés pour aller jusqu'à la Russie. C'est de la comédie. Aller rencontrer M. Poutine. C'est de la comédie. Est-ce qu'il n'y avait pas autre moyen que d'envahir l'Ukraine? Parce que vous avez vu les dégâts qui ont été occasionnés. Non, mais ils ont fait. Je pense que la Russie, d'un point de vue diplomatique, et d'ailleurs c'est ce que quand vous prenez les débats qui se passent en Europe, mais justement beaucoup d'hommes politiques européens ont commencé à taper sur leurs gouvernants en disant le conflit russo-ukrainien vient du fait que vous avez présumé de la faiblesse russe. Vous avez poussé un pion, ils n'ont rien dit. Vous en avez poussé deux, ils n'ont rien dit. Vous avez dit, ok, d'accord, mais mettons le troisième. Alors qu'il était acquis que l'Ukraine ne rentrerait pas dans un certain cercle. Il en est pour la Russie, il s'agit d'un cas de sécurité nationale. L'Ukraine, c'est l'URSS éclaté. Donc c'est la Russie qui éclatait, donne l'URSS et un certain nombre d'États. Et jamais on a entendu parler jusqu'à maintenant d'un État russe qui... Non,
Et après, oui, on peut parler de tout le jeu diplomatique qui consiste à faire un jeu de lobbying pour avoir des partis acquis à telle ou telle cause, parce que au concert des nations, il faut tel ou tel vote, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un sport national au niveau des États africains. Alors, les dernières choses qu'on va dire sur le sujet, on est quand même dans une guerre qui, quoi qu'on dise, aura une fin. Je ne veux pas jouer comme les gens le font dans les églises, à la prophétie, mais quand sera la fin et quelle issue vous voyez à ce conflit? Je pense que ce qui est important, et il faut déjà le saluer, c'est la Chine qui a commencé par s'impliquer dans ce conflit entre les deux pays. Et même le président ukrainien a reconnu que pour discuter de la paix, il faudrait compter sur la Chine. La Chine, c'est vraiment une grande puissance, également au plan international. Et jusqu'alors, la Chine a refusé de prendre parti dans ce conflit. Elle a refusé de soutenir la Russie de façon publique. Mais je pense qu'il faudrait compter sur la Russie pour trouver un accord de paix. Et ce qui pourrait être possible, selon moi, c'est ce que M. Vladimir Poutine accepte de se retirer du territoire ukrainien. Et ensuite, par rapport à une feuille de route, que les différentes puissances qui sont impliquées directement ou indirectement dans ce conflit se retrouvent pour discuter d'un plan de paix. C'est vrai qu'il y aura des concessions de part et d'autre, mais je pense qu'aucun sacrifice n'est plus lourd lorsqu'il s'agit de parler de paix. Donc pour moi, il faudrait faire cesser les armes, parce que non seulement nos frères qui se retrouvaient à un moment donné en Ukraine, se sentent aujourd'hui menacés en Europe. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque nos frères qui étudiaient là-bas se sont retrouvés en Europe, toutes les formes de discrimination dont ils subissent. Donc pour moi, il est important qu'on puisse d'abord faire cesser le feu et qu'on s'assoie autour d'une table avec l'implication de la Chine et d'autres puissances qui peut-être sont neutres dans ce conflit-là, et qu'on mette en place un plan de paix, parce que M. Vladimir Poutine est également pour la paix. Et il ne veut pas s'éterniser dans ce conflit qui d'abord fait perdre des ressources à la Russie. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, la Russie également subit des pertes, non pas seulement du côté militaire, mais des ressources financières, des ressources militaires. Et ils sont en train de perdre beaucoup de choses, alors qu'ils ont d'autres défis à relever au niveau de la Russie. Donc pour moi, et l'Ukraine doit également faire des concessions dans ce projet de paix-là, pour pouvoir retrouver la paix au niveau de l'Europe. Qui peut amener ces pays, parce que pour la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les traités de Versailles, les traités de... Qui peut finalement ramener, qui est suffisamment neutre pour faire asseoir ces belligérants? Ah, ça, c'est une grosse question. C'est une très grosse question. Alors, comme mon confrère le disait, la Chine se propose. Mais la Chine se propose et les Européens, eux, ne sont pas d'accord pour cette proposition de la Chine. Il n'y a que Zelensky qui, étonnamment, paradoxalement, dit ah oui, mais la Chine, ça ne serait pas mal, parce que la Chine ne remet pas en cause l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Maintenant, est-ce que les Occidentaux vont accepter l'intervention de Pékin? J'en doute. Je pense que en réalité, le débat des pays, ça sera l'Union européenne. Parce que je pense que l'Union européenne, historiquement, connaît la dangerosité de ce type de conflit. Le pire serait qu'il puisse avoir un effet domino. Parce qu'on le voit déjà avec la réaction des États baltes, avec la réaction de la Pologne, de la Suède, de la Norvège et ainsi de suite. Et après, mais dans chacun de ces États-là, il y a justement une question des minorités. Donc, après, je pense que la solution aussi, ça passe par la démission du président Zelensky. Il y aura des élections très prochainement. Voilà, je pense que ça passe par, pour la simple raison que je pense que au-delà de ce qu'on peut montrer sur les médias, je pense que la personnalité, le personnage a beaucoup agacé. Dans sa manière de gérer la diplomatie, dans sa manière d'indexer les gens, dans ses prises de position politique, dans son manque de sagesse aussi, parce que je pense que c'est un conflit qui aurait pu être évité. Il a fallu le conflit pour que les groupes nazis dont on disait qu'ils n'existaient pas, finalement on nous les montre à la télé, on nous dit mais non, mais en fait ils existent, mais ils sont pas si majoritaires que ça. Bon, ça fait un couac. Et puis après, je pense que l'Europe aussi quand même a été agacée de cet homme politique, qui est d'ailleurs un transfuge du cinéma, qui au final, au cours de la crise ukrainienne,
met l'Europe à nu. Il a mis l'Europe à nu, mais dans sa capacité militaire, dans ses capacités financières, même ne serait-ce que dans sa capacité à accueillir les réfugiés ukrainiens. On avait des débats en Europe pour savoir si on doit accueillir, on ne doit pas accueillir. On a eu des populations qui avaient... Mais ça a été terrible. Il a mis l'Europe à nu dans sa relation économique avec la Russie, sa relation de duplicité, parce que malgré la guerre en Ukraine, les sociétés ont réchigné à quitter le territoire russe. Elles se faisaient des sous. En période hivernale, on a eu des Européens qui ont dû baisser le ton parce qu'il fallait s'approvisionner en gaz. On a renoué avec le Maroc et l'Algérie pour certains pays parce que on craignait du froid, on craignait de... Alors, le problème de Zelensky, il est là, c'est-à-dire il est dans une posture qui est normale, c'est celle du président qui fait sa propagande pour défendre son pays qui est en guerre, mais après dans sa posture, celle qui est de taper sur de l'européen, de taper dans tous les sens, mais c'est vraiment mettre à nu le monde. C'est-à-dire, on s'est aperçu en un an que l'Europe n'est pas capable, et parce qu'on s'est aperçu que l'Europe n'est pas capable, et plus largement les Occidentaux, toute une partie de la planète commence à se tourner vers un autre bloc. On s'est aperçu, et c'est là par exemple nous en tant qu'Africains, je pense que c'est quelque chose qui doit nous interpeller, on s'est aperçu que les conflits que nous avions sur nos territoires, les conflits au Congo, les conflits au Mali, les multiples conflits que nous avions, en réalité on aurait pu les résoudre, mais dans des cellules obscures, on peut décider du type d'arme qui va être envoyé, de l'expertise ou pas, de la quantité ou pas, si on doit envoyer de la quantité d'armes qu'on doit envoyer pour stabiliser le front ou pas, de la possibilité pour un État de pouvoir reconquérir ses territoires ou pas. Ça se décide, ça se négocie. Ça se négocie. Donc ça veut dire que par exemple, si je prends la crise ivoirienne, il aurait été possible de récupérer le territoire, mais on a négocié, non, mais ne leur donnez pas autant d'armes parce que... Et quand vous voyez le cas ukrainien, c'est ça. Ne leur donnez pas autant... Non, pourquoi vous voulez leur donner tel char? Non, donnez-leur ce type de char, mais ne leur donnez pas ce type de char-là. Non, prenez ce type d'arme-là. Et Zelensky, justement, dans sa dynamique provocatrice, mais quand on lui donne des fusils, il demande des véhicules. Mais quand on lui donne des véhicules, il dit non, je veux des chars. Bon, maintenant, il dit il veut plus des chars, il veut des hélicoptères. Donc, on veut les écoles, il dit non, je veux des missiles. Et à chaque fois, il les pousse vers leur retranchement. Et le monde, à la grande surprise générale, se rend compte que les tout-puissants ne sont pas aussi puissants qu'ils le Finalement, vous pensez que Zelensky va finir par agacer et être lâché? Je vais être franc avec vous, on aurait été à une époque où il y avait moins de médias à l'époque de la guerre froide et ainsi de suite. Je suis persuadé que vous n'auriez pas Zelensky encore en vie. Alors, et je ne suis pas sûr que ça aurait été du fait des Russes. Dernière question rapidement. Certains se permettent d'imaginer une expansion de cette guerre à un niveau mondial. Est-ce que vous pensez cela? Je pense que quand vous lisez un peu les menaces qui ont été proférées par le président Poutine, ça présage véritablement cela. Mais quand vous regardez aussi sa dernière intervention, c'est quelqu'un qui est prêt à discuter. Il a toujours démontré. Et les pays occidentaux ont aussi montré cette volonté-là d'aller à la table de négociation avec M. Poutine. Beaucoup se sont déplacés vers chez lui. Les pays africains également se sont impliqués. Les États-Unis également sont pour la paix en Ukraine, donc ils sont prêts à des concessions et tout ça là. Mais imaginez à l'extension de ce conflit, je ne pense pas. Le monde n'a pas intérêt à aller à un conflit mondial qui causerait beaucoup plus de dégâts que ce que nous sommes en train de voir en Europe. D'accord. Vous permettez qu'on marque la pause, ça va durer une dizaine de minutes, le temps de suivre ensemble le journal et on revient pour la deuxième partie.